faible risque, parce qu'on s'est réparti les tâches avec Laurence. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, hein. On n'est pas aussi riche en thérapeutique que dans les autres pathologies. C'est juste comment ça avance. Ça marche. C'est le temps de droite. Voilà. Oui. Ouais, pour avancer. Monsieur Laurent, c'est moi qui pollue. oui. Là, votre photo sur les hauts. C'est moi qui pollue ton truc, donc désolé. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, alors à droite, je vais voir ici. Voilà, à gauche, vous pouvez voir les deux hôpitaux de Toulouse et à droite, Concopole. Les deux hôpitaux à gauche. C'est l'hôtel. Ah, les vieux. L'hôtel Dieu. Comme ça, on a le choix. Il y a Donc, toi, il y a la chapelle. c'est le moderne. C'est un ancien. C'est un ancien alors, c'est ça? Alors, nous, on est là, mais l'ancien, c'est vrai qu'il est magnifique. En bord de Garonne. Il y a la direction générale essentiellement. Ah, ça, ils savent. Et la GF. Et ils veulent, oui, un projet de cité de la santé avec les consultations non gériatriques au centre de la population. Et donc vous voyez l'Oncopole au milieu de nulle part. Chèque, il y a rien autour. Il y a marqué chèque de l'activation de Il y a la Garonne. La Garonne quand même. Il y a la Garonne là. La Garonne est là. Et là, il y a la femme de tout le monde les enfants avec nous. En général, tout le monde va là. Au lieu de venir ici. On va mettre quelques avions quand on est. C'est le Il y a ZF qui est là. Il reste à Donc maintenant qu'on a fait un peu de planning, Ah oui, c'est ça. C'était de l'espace. on est en perso. Alors, ouais, ça marche. C'est toi ou c'est vous? Non, non, c'est là, ça marche, c'est avancé, je crois, c'est bon. Donc, un mot sur le facteur pronostic. Vous savez que rien n'a remplacé l'IPSS, sauf sa révision 15 ans plus tard, avec ce score qui, lui, n'est pas du tout facile et pour lequel il nous faut une appli à chaque HCP, presque. Et donc, il permet quand même de séparer les leukodysplasies en des groupes plus homogènes de patients, avec les faibles risques qui restent avec des médianes de survie très bonnes et les hauts risques qui ont des médianes de survie effrayantes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou quels sont les facteurs pronostiques qui pointent sur le bout de leur nez? Alors, je ne vais pas parler de la biologie moléculaire parce que le jour où on aura l'intégration de la biologie moléculaire dans les facteurs pronostiques des myélodysplasies, je pense qu'il faudra là aussi une application performante. Par contre, comme on est vendredi après-midi, c'est presque le week-end, je fais un clin d'œil sur l'importance de la fatigue en termes de pronostic et en termes de facteurs indépendants. Alors c'est toujours pareil, c'est le consortium européen qui étudie depuis de nombreuses années la qualité de vie, qui a fait un focus sur la fatigue, qui est un facteur indépendant du pronostic, avec récemment la publication correspondant à l'intégration de ce facteur fatigue dans l'IPSS au risque. Bon, je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose d'utile en clinique, mais en tout cas, c'est un facteur qui doit refléter directement l'état général du patient et donc avoir un rôle dans sa survie. Un autre élément qui est intéressant, mais qu'on pressent depuis toujours en tant que clinicienne, c'est que les patients qui ont des plaquettes qui sont basses, ou plutôt qui deviennent rapidement basses après un diagnostic de myélodysplasie de faible risque, dans ces patients-là, ils ont un pronostic défavorable, alors que la même chose évaluée pour les polyuréthanotrophies n'influence pas le pronostic. Ça, c'est des travaux de Raphaël Dixon à travers le registre européen. Là aussi, comment dire, c'est quelque chose que l'on ressent cliniquement. Après, probablement que ces patients, il faudra les traiter plus activement, même si ce sont des faibles risques. Troisième point, un peu de publicité pour nos études, même si j'empiète un peu sur les hauts risques à cette occasion, c'est l'importance, vous le savez, des comorbidités, puisque tous ces patients ont au diagnostic au moins 70 ans, et que si les plus âgés d'entre eux auront une moyenne de 5 maladies associées à la myélodysplasie qui vont venir compliquer les choses.
Et donc on a une étude qui est en cours qui s'appelle Predictor, qui essaie d'évaluer donc quels sont les facteurs, ceux liés à la maladie ou ceux liés aux comorbidités, qui influencent le plus la survie de ces patients dans l'idée de mieux choisir les patients qui tireront bénéfice des traitements. Donc cette étude est ouverte dans vos centres. Un point physiopathologie, je n'irai pas plus loin, c'est simplement pour vous encourager à regarder, si vous êtes des fanats de l'érythropoïèse, ce joli papier qui est signé en dernier Olivier Hermine et qui nous montre l'état actuel de la connaissance sur tous les facteurs influençant l'érythropoïèse. Donc je vous laisse le regarder par vous-même. Alors en termes de traitement, on va décliner les différents traitements des myélodysplasies de faible risque, vous allez voir qu'ils ne sont pas très nombreux, en commençant par les érythropoïétines. Donc c'est toujours l'indication de traiter ces patients si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes, qu'ils aient été transfusés ou pas. On avait déjà montré depuis longtemps au sein du GFM que commencer tôt l'érythropoïétine était important pour retarder l'arrivée des transfusions. Ça a été remontré par d'autres équipes, mais ce sont toujours des études rétrospectives, donc il y a une lycée en cours du GFM. Je vais essayer de le montrer de façon prospective que Sophie Park va mener. En termes d'AMM, vous savez que les EPO n'avaient pas d'AMM jusqu'à très récemment, où les poïétine alpha a eu une AMM un peu confidentielle en mars 2017, et que dans les recommandations du GFM, en dehors de cette AMM, il est recommandé d'utiliser les biosimilaires pour des raisons que vous devinez économiques. Alors quand les EPO ne marchent plus, qu'est-ce qu'on a? On a le lénalidomide qui a eu une arrivée un peu en force à travers deux études qui sont, donc c'est le lénalidomide bien sûr dans les myélodysplasies non 5Q-, avec deux études, donc une phase 3 qui est celle du GFM, celle-ci, et une autre phase 3 qui est menée par Valéria Santini et qui, publiée par Valéria Santini, qui montre toutes les deux les mêmes choses, c'est que ça marche, le lénalidomide en termes d'indépendance transfusionnelle chez un petit nombre de patients, 30% environ, que ça marche, c'est un peu comme les érythropoïétines, plus le taux de PO endogène est bas, mieux ça marche. Et le dernier point, c'est qu'il faut être vigilant sur la toxicité qui n'est pas négligeable, puisque vous voyez qu'il y a quasiment 60% de neutropénie de grade 3 ou 4 dans ces études. Donc ce sont des patients qui vont avoir un certain nombre d'effets indésirables de ces traitements, hormis les effets classiques du lénalidomide. La toxicité hématologique est importante. Donc l'essai du GFM avait associé l'EPO, c'est l'NEPO, et avait montré la supériorité avec l'EPO, avec 24% de réponses. Vous voyez que c'est quand même pas des réponses extraordinaires. La plupart de ces patients ayant été déjà exposés à l'EPO, pour ce qui est de ces patients ici. Une étude associée de la qualité de vie a montré que globalement, chez ces patients traités par lénalidomide, on a un gain là encore sur la fatigue ou les capacités fonctionnelles, mais vous voyez que certaines fois c'est un peu difficile de se faire une idée, même si ce schéma est joli et coloré, c'est que ça c'est les critères qui s'aggravent avec le lénalidomide, et ceux-là c'est ceux qui s'améliorent, et il y en a beaucoup finalement qui ne sont pas influencés. C'est souligner aussi la difficulté d'analyser la qualité de vie et l'amélioration ou l'aggravation de certains symptômes sous traitement. Vous savez aussi que l'azacitidine aux États-Unis, alors qu'elle n'a l'AMM en France que pour les myélodysplasies de haut risque, a l'AMM pour les myélodysplasies de faible risque. Et j'ai choisi de vous montrer cette méta-analyse finalement qui reprend toutes les études ayant utilisé l'azacitidine au cours des faibles risques. En général, les schémas sont de 5 jours au lieu d'être de 7 jours pour les hauts risques. Et on voit là aussi les réponses en termes d'indépendance transfusionnelle qui vont de 20 à 65% suivant les études, et un bénéfice clinique qui est souvent d'ailleurs supérieur à la simple indépendance transfusionnelle, parce qu'il y a quand même la plupart du temps une amélioration des cytopénies qui va de 30 à 100%. Donc l'azacitidine est une solution aussi aux patients lourdement transfusés âgés qui peuvent avoir tiré bénéfice de cette approche avec l'azacitidine. Et enfin, donc la seule molécule, ou les seules, parce que vous allez voir, il y en a deux qui émergent comme une grande nouveauté au sein des myélodysplasies pour les myélodysplasies de faible risque, ce sont les inhibiteurs de la voie du TGF-bêta avec le luspatercept, les deux molécules ont été présentées à l'ASH,
Donc le luspatercept qui est une phase 2 ouverte avec une recherche de la meilleure dose que l'on pourra utiliser pour une cinquantaine de patients, et vous voyez 60% de réponse érythroïde avec une bien meilleure réponse si on est avec des sidéroblastes en couronne ou si on est muté SF3B1, et 38% d'indépendance transfusionnelle. Donc ça c'était la première molécule. Et la deuxième molécule qui s'appelle le sotatercept, qui donne, je vous ai mis les deux courbes en parallèle, on voit que c'est exactement la même chose, des résultats identiques, une autre phase 2, voilà, avec un petit peu plus de patients, une indépendance, une amélioration érythroïde qui est de 50%, donc globalement les mêmes choses. Et vous aurez en plénière à ASH cette année la phase 3 avec le luspatercept, puisque pour des raisons en fait de tératogénicité possible du sotatercept, c'est l'autre molécule qui a été retenue, le luspatercept, puisqu'en dehors des indications myélodysplasie où la grossesse n'est pas trop un problème, il y a toutes les indications autour de la thalassémie, où là c'est un choix qui se comprend pour la molécule. Donc vous verrez cette année la suite et les résultats de la phase 3 avec, on espère, une AMM qui suivra pour cette molécule, puisque ce sera l'alternative chez les patients qui sont en échec ou qui ont perdu la réponse à l'érythropoïétine, qui est de courte durée de l'ordre de 2 ans. Alors vous savez que si on n'a plus aucun des médicaments qui est efficace pour les faibles risques, il nous reste bien sûr les transfusions, avec cet éternel débat de savoir quel est le bon seuil transfusionnel. Je vous ai mis les recommandations qui sont sorties récemment, avec des phases dans les 10 dernières années qui nous ont fait transfuser à 10 grammes à un moment donné parce qu'on avait montré qu'en échocardiographie, le remodelage cardiaque commençait dès ce chiffre, ou bien descendre à 7 grammes parce que les réanimateurs, eux, c'est le chiffre qu'ils préconisent pour leurs patients. Et vous retrouverez aussi une petite curiosité qui est que, suivant si on a une myélodysplasie, qu'on est très vieux, ou simplement la myélodysplasie un peu moins vieux, les seuils ne sont pas les mêmes si on regarde ces recommandations. Donc globalement, vous savez tous très bien faire. C'est aussi avec les symptômes cliniques que l'on se dirige, et globalement on fait entre 8 et 9 grammes, et si les patients sont coronariens décompensés, on fera un seuil un peu plus élevé que si la tolérance est excellente. Il ne faut pas rater la chélation martiale bien sûr chez les patients, et d'autant plus qu'ils sont faibles risque et qui vont aussi être candidats à l'allogreffe, avec quelques nouveautés en termes de chélation, donc notamment l'arrivée du déferasirox sous forme de tablettes et non plus de comprimés dispersibles que les patients avaient beaucoup de mal à faire fondre tous les matins à jeun. Donc maintenant une observance qui devrait être améliorée grâce à ces nouveaux comprimés qui réduisent en partie, on va dire, le niveau des effets indésirables digestifs, mais pas totalement, avec la mise à disposition donc, progressive de ces tablettes et puis la disparition du comprimé dispersible. Donc n'oubliez pas de switcher vos patients sous ces formes-là. Je vous ai mis là aussi 2 tableaux qui me paraissent importants, qui est une revue récente concernant les différentes possibilités de chélation. Donc on a les anciens, la défériprone qui n'a pas la même dans la myélodysplasie et qui a ce risque de neutropénie, le déferasirox avec les nouveaux comprimés en tablette, et le risque qui persiste donc de troubles digestifs, surveillance bien hépatique, surveillance de la fonction rénale, qui restent les mêmes risques de toxicité que la forme précédente. Cet organigramme aussi me paraît intéressant pour se repérer dans la chélation, puisqu'il arrive que des patients qui ont des myélodysplasies de faible risque lourdement transfusées se retrouvent dans ces situations. Notamment, il n'est pas rare de dépister des atteintes myocardiques, et vous savez que ces atteintes-là sont très bien évaluées en IRM et réversibles si on intensifie la chélation, c'est-à-dire que la fonction cardiaque se récupère en chélatant mieux nos patients. Donc ça a le mérite de poser les choses en termes d'association et en termes de réévaluation d'IRM avec des délais quand même assez longs entre 2 IRM si vous voulez avoir le temps de voir une différence. Pour terminer, rien de neuf je dirais sur les 55U- qui restent avec le lénaludomide en termes d'AMM ancienne maintenant, avec une durée de réponse médiane qui est de l'ordre de 2 ans, et puis ensuite en fonction de l'évolution de la maladie, le passage à d'autres thérapeutiques. Et enfin, une problématique qui touche parfois les myélodysplasies qui sont de faible risque mais qui sont
pour lesquels on est très gêné cliniquement à cause des thrombopénies. Donc vous savez qu'on a le danazol, qui est un vieux médicament, mais qui peut encore rendre des services. L'azathiridine, qui elle aussi peut être utilisée dans cette situation, avec quelques études que je ne vous ai pas mises sur l'azathiridine orale qui pourraient être intéressantes dans cette indication spécifique de la thrombopénie. Et enfin, les analogues de la TPO, pour lesquels je voulais dire un mot, parce qu'il y a la réhabilitation du romiplostine. Vous savez que la phase 3 qui avait été faite chez les patients de faible risque contre placebo avait été arrêtée de façon prématurée pour une suspicion de transformation leucémique chez ces patients. Et en réalité, avec du recul à 5 ans maintenant, puisque c'est l'actualisation à 5 ans de cette étude, finalement, il n'y a pas de différence entre les patients qui ont reçu le placebo et le romiplostine en termes de transformation en leucémie, de décès, ou la combinaison des deux, suggérant que finalement cette alerte, elle était en lien, elle était légitime, mais en lien en fait avec l'apparition de blastes périphériques transitoires, qui n'étaient pas de réelle transformation, ce que confirme donc le suivi de ces patients à long terme, avec probablement quand même la possibilité que ces médicaments rendent des services, et notamment l'Atrombopa qui est aussi en cours d'évaluation, puisque les études sont en cours. Voilà ce que je voulais vous dire sur les faibles risques.